Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Jean-Baptiste. Alors Patrick, tu es le vice-président en charge du learning et du développement chez Renault Group. Est-ce que je peux te demander de te présenter, peut-être revenir un petit peu sur ton parcours dans les RH et le learning? Il me semble que ça fait un petit moment que tu es sur ces sujets. Je te laisse la parole. Alors donc je suis arrivé dans le groupe Renault en janvier 2018, donc en charge de la formation et du développement des compétences pour le groupe. Précédemment, j'ai passé un peu plus de 14 ans dans le groupe Valeo, qui est un équipementier automobile, où j'étais en charge des sujets liés aux politiques de rémunération et d'avantages sociaux, la gestion des talents, la formation, et notamment j'étais en charge des écoles 5 axes qui forment tous les collaborateurs du groupe à la culture d'entreprise. Et puis, j'étais aussi en charge d'un gros projet de transformation pour la fonction RH. Précédemment, j'ai passé 7 ans dans le groupe Siemens, où j'ai été d'abord DRH de l'activité imagerie médicale en France, avant de prendre la responsabilité du développement RH pour Siemens en France, dans toutes ses composantes, on va dire, y compris la dimension M&A qui était très importante à l'époque. Et puis, précédemment, j'ai passé un peu plus de 7 ans dans le secteur de la construction, où d'abord, j'ai exercé des activités opérationnelles à la finance et en controlling dans des activités qui étaient plutôt liées aux parapétroliers, notamment en Afrique de l'Ouest. Et puis, j'ai rejoint les équipes RH dans le cadre d'une grosse fusion entre deux entités du groupe. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à des sujets formation, système d'information, Compenben, puisqu'à l'époque, j'étais Compenben et responsable de la formation du groupe, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de Compenben sur le marché. Super clair, merci beaucoup. Et donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'un groupe comme Renault est quand même une organisation assez large, mondiale, avec plein de métiers différents. En termes de learning et de développement, comment vous avez structuré la réflexion là-dessus? Si on doit faire effectivement, alors que soit par géographie, soit par métier, comment vous vous organisez avec les équipes opérationnelles? Alors les deux, parce qu'effectivement les deux composantes sont importantes. Donc on a 14 académies métiers qui justement travaillent avec les métiers sur les référentiels de compétences, les actions de formation à initier, et aussi finalement sont des pilotes de la démarche compétences, puisque ces équipes sont en relation directe avec les experts dans les métiers qui voient les évolutions sur le terrain et aussi voient les évolutions à l'extérieur de l'entreprise, puisque les experts sont connectés avec le monde académique, leurs pairs, notamment à l'occasion des conférences et puis des interventions qu'ils peuvent faire dans le monde entier. Et puis de l'autre côté, on a des équipes learning qui sont dans les pays, qui sont maintenant en général très attachées aux équipes talent. C'est la même structure talent et learning qui permet justement sur le terrain de bien identifier finalement quels sont les besoins de développement en compétences que les équipes opérationnelles ressentent, et comment on arrive à coordonner l'offre entre d'un côté ce qui est proposé au niveau du groupe et qui peut donc être disponible et mis à disposition des collaborateurs, de ce qui relève de besoins plus spécifiques et qu'il faut organiser dans les pays, sur le terrain et à proximité. Ok, c'est super clair. Et du coup, concrètement, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine des grands programmes? Est-ce que c'est un travail de, j'allais dire, recensement du besoin que vous faites en local? Comment ça se... Alors j'imagine que la réponse c'est les deux, mais est-ce que tu aurais peut-être un exemple à nous donner, je sais pas si sur le management ou sur des choses un peu transverses? Oui, il y a des sujets qui sont des sujets transverses. Alors les problématiques transverses, c'est vrai que souvent c'est le fruit d'une discussion avec les équipes, puisque on a régulièrement l'occasion d'échanger ensemble sur ces thématiques avec les collègues, que ce soit côté académie métier, mais que ce soit aussi avec les équipes learning dans les pays. Et en gros, on va dire il y a des tendances qu'on voit arriver parce qu'on fait un exercice qui s'appelle Strategic Skills Mapping tous les ans, qui nous permet justement de voir un peu les tendances qui apparaissent
et les sujets sur lesquels on doit commencer à positionner de l'offre. Alors, ce qui est intéressant, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire il y a des tendances qui sont plus des tendances qu'on pourrait dire transverses, liées à des sujets qui vont impacter lourdement l'organisation. Le passage, par exemple, au travail à distance, qui est un sujet important pour les organisations, la diversité, l'inclusion, qui sont aussi des thèmes importants. Si on prend l'éthique ou des sujets liés à la conformité, c'est des sujets importants. Alors là, c'est plutôt là où on va travailler des programmes groupes dans lesquels on va travailler ensemble sur la construction d'un programme et le mettre à disposition des collaborateurs dans les pays et le relayer par l'intermédiaire des équipes pays. De sujets qui sont plutôt des sujets techniques et qui peuvent être travaillés soit par une fonction globale, ça peut être l'ingénierie chez nous, soit par plusieurs fonctions ensemble. Si on prend le thème de la data ou si on prend le thème de la cybersécurité aujourd'hui, ce sont des thèmes qui doivent être adressés par plusieurs métiers, l'informatique, l'ingénierie, l'industriel, parce qu'on a une implication qui est très forte de ces sujets sur différents métiers dans l'organisation. Et c'est là où on travaille en plus petites équipes, en équipe agile, en squad, pour travailler ensemble sur ces sujets. On a une gouvernance qui se fait dans le cadre de l'université d'entreprise qui s'appelle la Renault University sur ces sujets. Ok, et donc du coup, cette gouvernance, c'est à la fois donc vous, le learning, mais aussi des experts. Des experts métiers, c'est ça? Des experts métiers, des échanges avec d'autres organisations, des échanges avec nos partenaires pédagogiques. L'intérêt, c'est d'essayer de voir des échanges avec nos partenaires business, les gens qui travaillent avec nous. L'intérêt, c'est d'essayer aussi de trouver des solutions qui peuvent nous permettre d'avancer assez vite sans forcément être obligé à chaque fois de créer depuis zéro, de partir depuis une base zéro, tout ce qui est nécessaire de faire pour pouvoir accompagner la montée en compétences. Donc nous, notre rôle, assez souvent d'apporter le volet automobile dans un projet, puisque c'est là où on a des compétences importantes. Par contre, il y a un certain nombre de sujets fondamentaux sur lesquels on n'est pas les mieux placés. Donc là, l'objectif, c'est plutôt d'essayer de trouver des partenaires avec lesquels on peut co-construire ces démarches et l'inscrire du coup dans la durée. Et donc du coup, vous avez une sorte de consortium entre Ouais. plusieurs organisations sur des sujets. Tu aurais Oui, un alors exemple typiquement, là, on a un bon exemple. On est en train de monter une académie de la mobilité électrique qui s'appelle l'e-Mobility Academy. On a 2 partenaires qui sont Forcia Aeronotrox côté industriel et puis des partenaires pédagogiques qui sont le CNAM et Ingénieur 2000 sur la partie éducation. Et là, on travaille vraiment en mode consortium, c'est-à-dire on a une gouvernance partagée des projets, les contenus étant apportés en partie par les industriels qui voient la réalité du besoin en compétences tous les jours dans leurs organisations, et la partie, on va dire, diplômante et académique est réalisée par les partenaires pédagogiques, ce qui va nous permettre de lancer un diplôme de niveau Bac+1 à partir de la rentrée prochaine et qui sera porté là par le CNAM, qui va donc le distribuer auprès de ces populations, soit de jeunes en formation initiale, soit de gens en formation de reconversion ou en formation d'évolution professionnelle. super clair. Et alors, du coup, je repense ces programmes-là, plus en les regardant effectivement du prisme, j'allais dire, de l'utilisateur final, du collaborateur. En termes de modalités pédagogiques, comment vous choisissez quelle modalité pour quel sujet? Est-ce que vous avez une grille d'expérience là-dessus? Est-ce que vous avez aussi la possibilité de tester des choses? Comment vous réfléchissez à ça au moment de la conception Alors, des programmes? il faut d'abord faire une bonne analyse des cibles. Et je pense que l'analyse des cibles et l'objectif pédagogique sont d'abord des éléments extrêmement importants parce que ça va calibrer un petit peu le dispositif. Je dirais qu'on a 3 types de dispositifs. On a des dispositifs qui permettent aux gens dans nos organisations de monter en connaissance sur un sujet. Donc là, on est plutôt sur des activités ludiques qui peuvent être distancielles, qui peuvent être sous forme de digital. Ça peut être du serious game, ça peut être un parcours de formation en ligne avec des quiz, des animations. De ce qui relève de la montée en compétences et là qui nécessite fondamentalement de la mise en pratique. Donc la question, c'est comment on réalise la mise en pratique. Est-ce qu'on a besoin de la faire sur le terrain à côté d'une machine? Est-ce qu'on peut le faire à distance avec là aussi de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, voire peut-être même parfois des séquences où on peut jouer à distance sur des résultats, des simulations, bon, typiquement des exercices de crise en cyber, on peut être à plusieurs à jouer une situation pour voir et pour l'analyser. De ce qui relève vraiment de la montée en expertise, où là, on va nécessiter de vrais projets opérationnels sur lesquels on va pouvoir regarder si on a fait des progrès en termes, par exemple, de technologie ou de maîtrise d'une technologie. Et là, ça nécessite un temps beaucoup plus long. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de se calibrer par rapport à l'objectif pédagogique. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on va le faire? Avec quelle cible? Et du coup, d'essayer de calibrer l'approche pédagogique qui correspond. Et assez souvent, autour de ces thèmes-là, il y a une forme de consensus autour du multimodal. C'est-à-dire ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui,
c'est l'obligation de monter des parcours en mode multimodal, en associant différentes modalités pédagogiques pour justement arriver à obtenir un engagement de l'apprenant qui est de bonne qualité. Ok. Et du coup, tu le mesures sur ce type de programme, l'engagement, tu le mesures de quelle manière? Alors, j'imagine il y a l'assiduité si c'est des Alors déjà, sessions il y a présentielles. l'assiduité qui est un bon... Parce que en général, quand le programme n'est pas conçu de façon très engageante, ça ne devient pas une priorité, donc les gens ne viennent pas. Mm. Après, il y a aussi la capacité qu'ont les gens à bien faire le lien entre l'objectif pédagogique, finalement, l'attente qu'ils ont quand ils viennent dans la session, et ce qu'ils retirent en fin de session sur ce que leur a apporté la séquence pédagogique. Et ça, c'est assez intéressant parce que assez spontanément, les collaborateurs qui viennent sur ces sessions-là, ils ont une idée en tête. Hein. J'aimerais bien, à l'issue de cette session, être capable de faire ça. Ils savent faire ou ils savent pas faire. Donc, c'est assez simple de leur poser la question et les gens sont assez directs sur ces sujets-là. Après, il peut y avoir aussi l'acquisition d'une compétence dans la durée, c'est-à-dire être capable non seulement de pouvoir être en mesure de faire quelque chose par soi-même, mais ça peut aller jusqu'à être capable d'expliquer à quelqu'un d'autre ce que la personne doit faire et donc d'être capable de transmettre cette capacité à quelqu'un d'autre. Donc là, on peut avoir des cas dans lesquels l'objectif, c'est non seulement de former des personnes qui sont capables de réaliser, par exemple, une action de production, mais aussi éventuellement de former un nouvel arrivant pour pouvoir réaliser ces tâches en supervision, bien évidemment. Il ne faut pas le laisser tout seul dans la nature. Mais c'est aussi un bon moyen de voir si les gens ont compris, s'ils sont capables de retranscrire ce qu'ils ont compris auprès d'un autre apprenant. Ok, donc effectivement, il y a impact direct. Est-ce que je suis capable de réaliser les choses que j'ai appris et est-ce que je suis capable de les transmettre dans la foulée, quoi. Après, il y a des indicateurs qui sont des indicateurs de performance. Hein, typiquement, est-ce que je suis capable de tenir en qualité, en coût et en délai les objectifs de production qui sont fixés. Il peut y avoir des objectifs qui sont aussi liés à la capacité qu'on a de tenir les jalons qui sont fixés sur certains projets. Souvent, à l'ingénierie, c'est le cas. Hein, on est capable de tenir les jalons qui sont fixés et donc on se dit qu'on a acquis un certain niveau de maîtrise d'une technologie. Ou bien de tenir aussi des indicateurs économiques. Hein. Ça peut être parfois des indicateurs très clairs qui sont fixés et qui permettent de partager avec l'équipe le fait que, par exemple, on veut limiter les itérations sur un projet et donc être capable de livrer dans des délais qui sont ceux qui sont fixés avec un utilisateur ou un client. Ok, et ça, vous arrivez à suivre l'impact direct de la formation des équipes ou de de la mise à jour des équipes sur ces gestes, sur ces compétences, Alors, sur la capacité de production ou la qualité de production? en production, c'est assez mesurable parce qu'on Mm. arrive aujourd'hui à bien voir la contribution de chacun à travers des systèmes d'information qui permettent de collecter de la donnée sur les interventions de chacun. C'est vrai que l'arrivée du numérique en production aide beaucoup parce qu'on peut beaucoup plus voir la contribution de chacun dans le processus de production. C'est un petit peu plus difficile quand on est sur de l'acquisition de compétences autour de certaines modalités techniques où les gens ne pratiquent pas forcément toujours de manière immédiate ce qu'ils ont appris. Donc en fait, la question, c'est plutôt lié aujourd'hui à la capacité vite de voir si finalement, par exemple, la personne qui est allée en formation a réussi à pratiquer et si elle a un retour sur sa pratique qui permet de dire si finalement la formation a été utile ou pas. Je prends un exemple. On forme des gens pas mal à l'utilisation de la donnée aujourd'hui. S'ils ne sont pas impliqués dans un processus de collecte de données ou de traitement de données assez vite, en fait, souvent, on se rend compte que la formation, elle ne sert pas à grand-chose. C'est plus de l'acculturation. Donc, c'est là où parfois, il faut être vigilant parce qu'on peut avoir en fait une difficulté à mesurer l'impact puisque les gens ne pratiquent pas réellement derrière. Et ça, c'est un peu la difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans nos grandes organisations. Les gens s'inscrivent à des formations, mais est-ce que derrière, ils vont pratiquer réellement? Parfois, Mm. non. Ok, moi je vois très bien. Et alors moi j'ai une question plus sur ton équipe, l'animation de ton équipe, parce que j'imagine que, alors je sais pas si tu sais me dire le volume de programmes que vous coordonnez ou sur lesquels vous êtes impliqué dans l'orchestration, mais enfin, là comme ça je conjecture qu'il y en a pas mal. Comment tu as organisé ton équipe? Est-ce que c'est par zone de compétences, par zone géographique? Comment ça se passe? Alors nous, on est plutôt une répartition par effectivement thème de compétences, thème d'intervention. On a des sujets transverses qui sont des sujets sur lesquels on intervient. Donc, par exemple, si on prend ce que je disais tout à l'heure sur le management à distance, ça fait partie des thèmes qui sont gérés, animés dans l'équipe, et notamment avec les pays, puisque ce sont les pays qui sont les forces vives présentes sur le terrain pour déployer ce type de dispositif.
On a une thématique autour de l'ingénierie et la conception pédagogique, donc quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe aussi des sujets d'innovation pédagogique, de choix des modalités pédagogiques, voire d'accompagnement de certains projets dans lesquels on a des enjeux en matière d'acquisition de compétences de notre côté. Après, on a plutôt dans l'équipe quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est système d'information et justement la capacité à mettre en visibilité dans le LMS les actions de formation qui sont déployées. Parce que quand on regarde nos académies, certaines produisent une bonne centaine de contenus dans l'année, donc il faut être capable de les mettre en musique correctement et que les gens puissent les retrouver assez facilement. Donc la dimension LMS est importante. Et puis après, on a nos comités qui nous permettent en termes d'animation de travailler ensemble sur ces priorités, ces programmes, avec des chefs de projet formation qui, eux, sont en général dédiés à une technologie ou une typologie de connaissances. Donc, ce qui permet de dire, voilà, par exemple, quand je parle sur le sujet éthique, j'ai un responsable des programmes éthique et conformité qui gère tous ces programmes-là pour l'ensemble du groupe, qui du coup va s'appuyer sur les compétences de l'équipe pour pouvoir déployer ces programmes et sur le réseau pour les déployer dans les pays, mais qui va bénéficier finalement d'une infrastructure commune qu'on va lui proposer. Donc, c'est toujours la difficulté dans nos grands groupes, c'est qu'il faut avoir une infrastructure commune qui permet la diffusion et l'accompagnement de la mise en visibilité des programmes. Il faut beaucoup d'agilité dans l'organisation des programmes et d'être capable de trouver des solutions adaptées aux besoins. Donc, il faut souvent être très réactif là-dessus. Et en même temps, il faut avoir industrialisé ces process de façon à être capable de gérer de la grande masse. Et donc, ça, c'est super intéressant. Parce on arrive sur un thème que je voulais aborder. J'imagine que tu as un enjeu, alors je ne sais pas si c'est le terme, mais un peu de marketing de vos offres. Est-ce que toi, tu as des ingrédients ou est-ce que tu as vu des patterns, des motifs, une sorte de checklist quand ton équipe lance un nouveau programme, un peu des points de passage en disant tiens, si on fait pas ça, on n'y arrivera pas ou ça va pas se transformer en réalité sur le terrain? Alors, je dirais que ça dépend beaucoup du type de programme et de l'intention qu'on met derrière. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de programmes, il faut vraiment faire du marketing multicanal pour les rendre visibles. Et la question, c'est quels canaux on va utiliser pour rendre ces activités de formation visibles. Je dirais que quand on regarde l'expérience client aujourd'hui, c'est très proche de ce qu'on voit dans l'expérience apprenant, c'est-à-dire que les gens ont une capacité à aller chercher de la formation par différents vecteurs qui sont très différents de ceux qu'on avait par le passé. Par le passé, les responsables formation étaient très prescripteurs. Aujourd'hui, ils sont moins prescripteurs. Et au contraire, il faut que leur prescription elle se fasse dans un cadre qui est bien précis. C'est-à-dire, j'ai une cible de population, j'en sais rien, par exemple les nouveaux managers, j'ai un programme dédié pour les nouveaux managers, je vais pouvoir leur adresser ce programme en leur expliquant qu'est-ce que le programme peut leur apporter compte tenu de leur situation en tant que nouveau manager. Bon. Typiquement, on a des populations aujourd'hui qui peuvent être impactées par le lancement de nouvelles technologies et qui sont à la limite multimétiers. Donc là, c'est plus en disant, voilà, vous faites partie d'une population pour laquelle cette technologie, elle va arriver, donc c'est important qu'on vous sensibilise et qu'on vous forme avant. Et là, le relais managérial est extrêmement important, puisque comme je disais tout à l'heure, la transformation des métiers, le management des fonctions est très impliqué dans ces sujets et aussi prescripteur d'un certain nombre d'actions de formation, voire même déclencheur de disponibilité ou de relais pour dire au manager, à la chaîne managériale, voilà, ça c'est super important, il faut le faire. Et après, il y a un troisième canal qui est super intéressant, c'est les apprenants entre eux. Parce que finalement, le bouche à oreille, le fonctionnement du réseau, nous on utilise Yammer par exemple en interne, les prises de parole dans les réseaux sociaux sur ce que les gens ont fait, l'obtention de badges par certains collaborateurs qui vont du coup mettre en valeur leur parcours de formation, voir la retombée extérieure de bons feedbacks de participants qui viennent de l'extérieur sur des programmes déployés par Renault, ça joue beaucoup pour la notoriété des programmes et ça attire l'attention. Donc là aussi, on est sur utilisation un peu efficace du NPS, c'est-à-dire que quand quelqu'un me recommande une formation et quelqu'un avec qui je travaille, souvent je vais m'intéresser à cette formation avec un regard positif plutôt que d'aller chercher dans un moteur de recherche qui est un peu impersonnel. Il n'empêche qu'il faut aussi travailler le moteur de recherche et le machine learning parce que ce sont aussi des éléments que les gens utilisent beaucoup. Le moteur de recherche, c'est quand même un élément important parce que quand les gens ne savent pas, ils vont taper pour chercher par eux-mêmes avant de consulter les relais en matière de formation.
Ok. Et là-dessus, alors, c'est effectivement, c'est très organique. C'est-à-dire, j'ai vu quelqu'un l'a fait et alors, on en parle. Et c'est peut-être un sujet du moment avec le travail à distance. On en parle et quel est l'endroit où on en parle? Et on dit, bah tiens, tu devrais faire ça. Ce cycle-là, ce cursus-là, il est bien. Ça, c'est un truc que vous cultivez proactivement. C'est-à-dire, vous allez chercher le feedback, vous le remettez dans la machine Mm. comment ça se passe? Comment vous arrivez à avoir alors pas des yeux et des oreilles Alors, partout, mais et à sentir ces choses-là? Alors, d'abord, dans la machine, la machine elle-même, elle voit ce que les gens font et donc en fonction de son profil, la façon dont on l'a renseigné, elle amène justement des éléments, dire voilà ce que les gens qui ont le même profil que vous ont vu, voilà ce qu'ils ont fait, voilà les gens dans votre métier ce qu'ils ont fait. Donc le fait d'enrichir la machine avec des données concrètes, et ça c'est un travail de fond, hein, ça amène beaucoup d'informations qui sont intéressantes. Ça suffit pas. Après, il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les communautés d'experts, les communautés de pairs, dans lesquelles les gens parlent beaucoup de formation. Et donc l'implication des experts et les communautés de pairs amènent beaucoup d'échanges sur les bons programmes. C'est-à-dire, les gens disent ce programme-là, il est vraiment important parce qu'il nous permet d'avoir finalement un bon impact sur le fonctionnement de notre organisation. Et puis, je pense aussi que ce qui marche bien, on a des programmes comme cela dont le bouche à l'oreille fonctionne hyper bien sans qu'on ait vraiment une grosse activité, une grosse activation marketing. C'est la rumeur qui circule. Et donc là, l'important, c'est les prises de parole dans les réunions RH, dans les communautés de formateurs internes, dans les événements dans lesquels on présente, par exemple, aux nouveaux l'offre de formation. Donc beaucoup de communication qui est un peu spontanée sur un peu les incontournables qui font partie de l'offre et sur lesquels les gens se disent il faut absolument que j'arrive à avoir une place. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est des programmes sur lesquels on crée l'envie par la rareté, parce que souvent il n'y a pas beaucoup de place. Donc les gens se disent bon, il faut absolument que je m'inscrive et on fait savoir qu'il n'y a pas beaucoup de place. Du Ça vrai marche. marketing. C'est du vrai marketing. Et Le c'est vrai biais que de les gens, du coup, l'urgence sont fonctionne très bien. super contents de participer et du coup, ils envoient un bouche à oreille hyper positif dans l'organisation et ils parlent à 100 personnes. Donc, quand chaque personne a parlé à 100 personnes, ça commence à faire un peu d'impact. Génial. Ça, c'est vraiment C'est pas super cher en plus. intéressant. Ça Hein? coûte pas cher. C'est le meilleur marketing, c'est celui qui coûte rien, effectivement. Exactement. Euh, c'est hyper intéressant. Moi, je voulais reprendre un tout petit peu de hauteur là, parce qu'on est vraiment rentré dans la mécanique des programmes, plus sur la conjoncture globale dans laquelle on est. Donc, pour les gens qui nous écouteraient un peu plus tard, on est au début de l'année 2022. Il y a quand même eu 2 ans un peu particuliers derrière nous, où une grosse partie des équipes ont travaillé à Mm. distance chez Renault. Quel impact, toi, tu as vu sur, du point de vue de la formation ou même du travail en équipe, hein, de manière plus globale? Quels enseignements tu vois et comment tu vois la suite sur effectivement le déploiement de nouveaux programmes, sur l'accompagnement des équipes aussi dans ce nouveau contexte de travail où on est tous un peu plus à distance? Alors, je pense que historiquement, Renault avait déjà une expérience du télétravail qui a été une bonne base de départ. C'est-à-dire, on avait déjà un accord sur le télétravail qui existait et qui a permis finalement, quand l'organisation a basculé de façon impromptue dans le télétravail de façon massive, hein, puisque c'était vraiment du télétravail forcé avec les lockdowns qui se sont succédés un peu dans tous les pays, finalement, cette base de départ a été très utile. Alors, le premier impact qu'on a vu, nous, c'est que les gens qui se retrouvaient avec moins d'activité avaient du temps pour se former. Donc, on avait préparé, nous, un certain nombre de contenus de formation qui étaient disponibles sur le LMS, des contenus digitaux, qu'on avait sélectionnés avec des programmes qui ont été aussi organisés à distance, qui ont permis pour les gens de découvrir finalement l'offre digitale sous un angle un peu différent. Donc, on a eu une très forte adoption de la formation à distance pendant cette période. Les gens ont consommé beaucoup de contenu et se sont rendus compte que finalement, la formation digitale, c'était un élément qui faisait partie du paysage de la formation et qui deviendrait un peu un élément incontournable. Après, il y a eu la deuxième vague qui était de se dire on ne pourra pas revenir en présentiel tout de suite, donc il faut travailler la façon dont on va pouvoir faire évoluer nos contenus habituels vers de la formation à distance. Donc ça a été une phase assez intense de réingénierie des programmes pour se dire ok, quels sont les programmes qu'on va continuer de faire qui nécessitent finalement un engagement des participants, alors souvent en plus petits groupes, mais qui va amener à travailler sur de la formation à distance avec de la facilitation. Donc ça a été la deuxième vague, assez intéressante parce que là, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses à distance, notamment des choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant, et qui du coup sont devenues possibles. On s'est dit, Tu as tiens, des on peut exemples faire là-dessus des... ou pas?
Oui, j'ai un très bon exemple. On a démarré une formation avec les équipes de RSE sur justement les nouveaux business models de l'économie circulaire et du développement durable en plein milieu de la crise Covid, juste après juste, juste après la première pandémie, démarrage de la première pandémie. Et on a monté une promo avec une quarantaine de participants, des interventions de nos experts. Et on s'est dit, notre objectif, c'est de faire la plénière en physique pendant l'été. Et donc, on a fait tout le programme en distanciel, un super engagement des participants, des très très belles propositions. Et on a fait la restitution en physique une journée. C'était génial. Et les gens ont dit, en fait, jamais ce programme, on l'aurait fait avant. On n'aurait jamais osé. Avec des interventions d'experts internes, externes, de la gestion de projet, des présentations, des cas pratiques. Jamais on n'aurait fait. C'était trop compliqué. Et là, on s'est dit, de toute façon, on n'a rien à perdre, on tente. Donc, la capacité aussi à se dire que des trucs qu'on n'aurait jamais fait avant, on les fait, et qui maintenant sont devenus un peu la norme de fonctionnement. Et puis le troisième aspect, c'est finalement quand on refait du présentiel, de faire du présentiel dans des conditions différentes. Et ça, on l'a vécu beaucoup dans les usines au redémarrage, où finalement on a refait du présentiel assez vite, notamment parce qu'il y avait des nouveaux arrivants et qu'il fallait respecter des contraintes sanitaires, donc avec des groupes plus petits en nombre, avec beaucoup plus de temps donné à chacun finalement pour l'apprentissage. Et les gens ont découvert un présentiel vraiment qualitatif en se disant, on fait des sessions à 12 en usine, avec 2 formateurs, ça veut dire que chaque formateur supervise 6 personnes. En gros, c'est vraiment de la formation qualitative. Et les gens étaient très contents de retrouver du présentiel. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre le présentiel qui garde un cadre important pour ancrer des savoirs, être capable d'avoir de la supervision, de la mise en pratique, de ce qui est du vrai blended, avec l'intégration de plusieurs modalités qui peuvent inclure du présentiel, notamment pour créer une démarche communautaire et avoir ce sentiment d'appartenir à un groupe, de ce qui relève de l'apprentissage à distance, qui n'est pas forcément purement en autonome avec du digital, qui peut aussi être bien organisé avec des séquences de formation. Nous, on a transformé tout le parcours de formation en agile en distanciel. Les coachs agiles au départ disaient c'est pas possible, ça marchera pas. Aujourd'hui, on fait tout en distanciel et ça pose pas de problème. Notamment des exercices qui étaient faits en physique. Hein. On manipulait des Lego, on jouait. On joue à distance maintenant. Et avec un niveau de satisfaction des apprenants qui est réellement assez proche. Il n'y a quasiment pas de différence. Donc, un meilleur équilibre entre les modalités, une plus grande flexibilité dans l'offre, le champ des possibles est plus grand, et en même temps avec une volonté plus forte d'avoir du très qualitatif quand on est en présentiel, et globalement du plus multimodal quand on est en distanciel, notamment sur des programmes plus longs, et globalement aussi une réduction des temps de formation sur les cycles qui sont réalisés à distance. Hein. Les journées sont plus courtes, on fait plus de formations à 7 heures, on fait des formations à 2h30, donc quand même une réduction des temps qui permet un apprentissage plus diffusé dans le temps. C'est super clair. Et effectivement, on le voit aussi, nous, ce côté un peu, j'allais dire, fluidification de la formation. C'est-à-dire que tu as plus ah non, je suis pas là aujourd'hui, je suis en formation. C'est plus diffusé, quoi. Oui, puis je pense que ça correspond aussi à une répartition différente du temps des gens qui sont à distance. Donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'avec le passage en télétravail massif, puisque là maintenant on a un accord de télétravail qui a été conclu et beaucoup de collaborateurs d'entreprise sont à 2 à 3 jours de télétravail, y compris même en usine, on commence à voir des gens qui sont à une journée ou voire à 2 journées de télétravail sur des fonctions support. Ça donne une relation au temps qui est très différente. Donc notamment, le temps est rare, il est précieux. Donc, en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est beaucoup plus fluidifier la formation dans le temps de travail et l'incorporer pratiquement comme on fait un peu d'exercice physique tous les jours parce qu'on est assis sur une chaise. Il faut faire un peu de formation un peu tous les jours. Donc, comment on arrive à créer des petites briques engageantes et quelques moments qui permettent un peu de la prise de recul et de la montée en compétences. Et ça s'organise dans le temps, ça se met dans le planning, ça se gère. Et il faut incorporer ça dans les activités. Ce qui n'est pas encore le réflexe de tout le monde. C'est-à-dire on a beaucoup de gens qui se sentent un peu débordés, qui veulent faire beaucoup de choses, mais qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils souhaiteraient faire. Là, il faut vraiment s'organiser. La formation, ça doit devenir un réflexe dans le travail, comme organiser sa semaine de travail. Et il faut l'inclure. Sinon, ça passe pas. Et ça, du coup, alors, si on revient sur les sujets marketing, ça, comment tu le vends en interne?
Bah, je pense que C'est les modalités encore plus simples ouais, voilà, il y a pour deux se façons de le vendre. former. C'est d'abord de proposer des modalités qui sont adaptées. Donc, par exemple, être capable d'avoir des formats qui sont plus courts, plus percutants, plus synthétiques. J'ai pas besoin d'avoir le très fond du détail si j'ai besoin d'avoir une vision un peu globale d'un sujet. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision en 45 minutes d'un sujet et d'être capable de comprendre si j'ai envie d'aller plus loin ou pas. C'est des formats qui sont peut-être plus centrés sur la mise en pratique et la mise en situation. Donc, étape 1, je comprends le concept. Étape 2, je veux pratique. Donc, j'ai pas 6 mois avant d'arriver à la pratique. Hein. On me plonge assez vite dedans. Et puis après, je pense il y a une autre volet qui est assez intéressant. C'est quand même l'apprentissage communautaire. L'apprentissage se poursuit au-delà de la formation. J'ai créé une connexion avec des gens, j'ai créé un lien. Et là, ce qu'on voit, nous, dans des grands groupes, hein, c'est que finalement, le lien géographique, il n'existe plus. Donc, je me suis connecté avec quelqu'un qui est en Corée. On s'entend bien, on est dans le même métier. Ah tiens, je vais peut-être lui poser des questions quand j'aurai une difficulté. Ou je connais un collègue qui est au Brésil maintenant. Bah tiens, j'ai des questions à lui poser. Ou lui, il a des questions à me poser. On peut peut-être se faire un chat. C'est plus simple. On a un peu aboli les distances physiques qui étaient quand même importantes dans nos organisations. C'est super clair. Alors, j'ai encore deux petites questions. C'est hyper riche. C'est très dense aussi. Moi, j'avais une question plus sur les collaborateurs. Est-ce que vous avez comment dire, des motifs ou des patterns? Est-ce que vous suivez la carrière des collaborateurs pour savoir à quel moment leur proposer des formations? Je te pose la question parce que j'ai eu un échange avec un autre invité la semaine dernière avec qui on est beaucoup revenu sur le principe ou le concept de plateau un peu dans ta carrière en disant bah, au début tu apprends plein de Alors, trucs et puis il y a un moment où pas tu plafonnes mais tu es sur un plateau et c'est à ce moment-là où il faut effectivement se poser des questions, voir comment on peut accompagner, dépasser le plateau, proposer différentes solutions, que ce soit en termes de carrière ou en termes de formation en fait. alors, je pense qu'il faut pas raisonner en termes de carrière. Je pense que la logique de carrière aujourd'hui, elle fait pas vraiment sens. Enfin, bon, je trouve qu'elle a jamais vraiment fait sens pour moi, donc j'ai du mal un peu avec la logique de carrière sur laquelle on trace des hypothèses de progression souvent linéaires. Ça marche pas. Hein. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est des opportunités et c'est des projets et c'est l'envie de se dire tiens, ce projet-là, même si c'est pas une super opportunité de carrière, j'y vais parce que j'ai envie d'apprendre des choses. Donc c'est de plus en plus quand même le discours qu'on entend de la part des collaborateurs. Après, je pense nous, on a fait pas mal de focus group hein, auprès des apprenants pour voir quels étaient un peu les leviers pour eux d'apprendre. En fait, il y a trois situations particulières. Il y a une situation qui est, j'arrive dans une nouvelle organisation que je connais pas. Et là, on a besoin d'apprendre parce que je connais pas l'organisation, je connais pas sa culture, je connais pas ses process, je connais pas véritablement même parfois le métier dans lequel je rentre. Donc là, il y a une envie d'apprendre et une soif d'apprendre qui est très forte. Et là, il faut aider les gens à trouver les bons parcours rapidement. Donc c'est effectivement un peu une logique de qu'est-ce que je dois trouver facilement qui va m'être utile. Et là, le fait d'avoir de la donnée qui vient d'autres personnes qui sont retrouvées dans cette situation est profondément apprécié par les collaborateurs. Après, il y a un deuxième sujet, c'est je me projette dans un autre rôle. Je me vois bien acquérir telle compétence. Typiquement, tiens, il y a un rôle de product owner là qui est en train de s'ouvrir là. Ça m'intéresserait peut-être, mais peut-être qu'il faut que je suive une formation complémentaire à l'agile. Parce que jusqu'à présent, ouais, j'ai animé quelques rétros, mais c'est bon, je suis pas super à l'aise avec tous les sujets. Bon, donc j'y vais, je me forme. Donc là, la mise en perspective en disant, il y a un rôle dans l'organisation qui m'intéresse, et ce rôle, j'ai envie de le prendre. Et là, c'est un challenge personnel souvent, et c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément l'organisation qui dit, tiens, Baptiste, il va devenir product owner. C'est toi qui te dis, moi, j'ai envie de faire ça, et si l'organisation me donne la chance de le faire, là, c'est génial parce que si en plus je vais vers le rôle et que ça me plaît, c'est gagnant pour tout le monde. Donc c'est ce qu'on essaye beaucoup de pousser en disant genre regardez les rôles autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que vous êtes loin en termes de compétences ou pas? Et est-ce qu'on peut vous mettre en visibilité des formations qui vont dans ce sens-là? Et c'est ce qu'on va essayer de plus en plus de faire parce que nos rôles changent. Donc il faut être capable de proposer l'offre sous forme de avec cette formation, vous pouvez aller vers tel rôle. Mais ça, c'est un gros boulot de marketing justement et de construction de l'offre. Et après, il y a un troisième sujet qui est pour moi plus lié à des étapes de ton développement personnel. Il y a des gens qui disent à un moment donné, j'ai envie de manager une équipe, ou j'ai envie de prendre la responsabilité d'un PNL, ou j'ai envie de prendre la responsabilité d'un département. Et là, c'est plus une envie de grandir au sens où grandir, d'élargir mon cercle de responsabilité. Et là, il faut accompagner. Et là, c'est pas forcément une question d'âge.
parce qu'on a des gens qui ont 35 ans qui disent moi j'ai envie de prendre un PNL, et d'autres qui arrivent à 55 ans en disant bah tiens ça m'intéresse, j'aimerais bien prendre un PNL maintenant. Donc là, c'est un peu d'essayer de customiser par rapport au parcours de la personne ce qu'il manque par rapport à sa dynamique personnelle, son savoir-être, son savoir-faire, ses connaissances, pour dire il manque ça et ça. Donc comment on peut arriver à proposer là-dessus des briques pédagogiques qui permettent à la personne de rentrer dans le rôle, mais sans avoir à se farcir la genèse de la création d'entreprise avant de prendre un rôle de je sais pas, directeur d'un centre de profit ou directrice d'un centre de profit. Bon, ça, c'est le troisième volet. Et après, il y a un nouveau volet pour moi qui est vraiment lié à la culture de l'entreprise et de l'organisation. Alors, ça peut être la culture technique. L'entreprise est en train de faire évoluer son portefeuille d'activités. Donc, c'est important de se former à l'hydrogène ou à l'hybride dans le monde de l'automobile, à l'électrification du véhicule, aux véhicules connectés. C'est important d'avoir une bonne sensibilité sur les données, comprendre les enjeux de la cyber dans le véhicule, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça va un jour ou l'autre impacter mon travail. Et donc ça, c'est des sujets d'awareness, développement durable, l'économie circulaire. Dans le monde de l'automobile, c'est hyper important de se former sur ces sujets-là. Donc ça va m'impacter sous forme de formation, peut-être de conférences, de mise en situation, de visites, de rencontres avec des gens, de conférences externes ou internes. Et là, je pense que c'est quelque chose qui va aussi beaucoup irradier l'œuvre de formation dans les années à venir, parce qu'on va proposer des choses aux collaborateurs sur des thématiques en leur disant ça, c'est des trucs, c'est un peu des incontournables. C'est super clair, c'est vraiment très clair. Et alors, je complète ma question. Merci beaucoup pour la réponse parce qu'elle est vraiment à la fois structurée et à la fois limpide. Moi, c'est plutôt en termes de moment de vie. À quel moment vous avez cette discussion avec le collaborateur et qui a la discussion ? Est-ce Alors, que les c'est moments vous de vie, learning ? Est-ce que c'est entre manager et collaborateur ? alors, c'est d'abord entre manager et collaborateur. Hein, c'est ce que l'on a, c'est un peu le choix qu'on a fait nous dans les processus de développement chez Renault. C'est vraiment de donner la main au manager, au collaborateur. C'est un peu le principe du Renault Way. Hein, c'est que dans mon équipe, ce sujet, on en parle en équipe déjà entre nous et on en parle avec son manager. Après, c'est le rôle de la fonction RH qui a un rôle de conseil pour dire, bah moi, compte tenu de ce qu'on voit là, dans le cadre de l'évolution professionnelle, dans le cadre de on a une partie bilan professionnel qu'on fait en marge, qui permet justement d'aller discuter avec les RH ou d'aller rencontrer un pair ou quelqu'un qui est dans le rôle ou un expert métier qui permet de s'ouvrir. Donc ça, c'est la démarche qu'on appellerait l'entretien de développement. Professionnel. Ouais, ou l'entretien professionnel, c'est un peu l'équivalent. Où là, on rencontre des gens. Et après, il peut y avoir des opportunités qui sont liées à ce qui sort des people review, où là, on dit, cette personne-là, on la voit bien progresser dans l'organisation, et donc on va la connecter à un certain nombre de personnes pour qu'elle puisse faire grandir son réseau et identifier des opportunités de développement. Alors, ça peut être des entretiens de connaissances, ça peut être un mentoring, ça peut être la participation à certaines formations dans lesquelles il y a du développement personnel et de la mise en situation. Il y a une palette d'outils qui sont à notre disposition. Et en fait, l'intérêt, c'est que souvent, c'est une décision commune, collaborateur, manager, on va dire RH, entreprise. Parce qu'il faut qu'il y ait une intention commune. Et ce qui est bien, c'est que quand on arrive à avoir cette intention commune, en général, c'est porté par tout le monde, donc ça débouche sur des mobilités professionnelles. Là où c'est compliqué, c'est quand c'est une intention de la personne et que c'est pas porté par l'organisation. Donc souvent, ça peut amener à une rupture. Ou quand c'est porté par le manager, mais pas bien senti par la personne. Où là, souvent, les gens ont l'impression qu'ils se font un peu piégés, ce qui parfois peut amener à des situations un peu compliquées où les gens disent on m'a enfermé dans un rôle, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu faire. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on se retrouve avec des gens qui sont sur certains rôles et qui, à bout d'un moment, arrivent en disant j'ai envie de faire complètement autre chose. Ce qui amène des reconversions assez profondes, très intéressant. On a des gens qui viennent de l'ingénierie qui deviennent aujourd'hui des responsables de services généraux ou des spécialistes de la sécurité. Parce qu'en fait, les routes se sont pas croisées à un certain moment. Par contre, ils ont rencontré ces métiers dans l'entreprise. Il y a des postes ouverts et ils disent c'est ça que je voulais faire en fait. Donc ça, c'est aussi la chance de nos grandes organisations, puisque nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre les postes disponibles en visibilité pour les collaborateurs. C'est de leur dire regardez les opportunités qu'il y a à l'intérieur de grosses boîtes comme les nôtres. Hein. C'est quand même assez intéressant. C'est effectivement dingue. Je pense que vous avez une variété de métiers dans le groupe qui est... Il y a peu de structures comme ça. J'ai une dernière question à te poser. En fait, j'en ai deux. Je vais te les poser en même temps, comme ça te donnera le temps de réfléchir à la deuxième. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'on interviewe après toi sur le podcast ? Et la première de mes deux questions, c'est toi, comment tu apprends ?
Parce que j'imagine que ton métier change tous les jours. très très régulièrement, tous les jours, et dans le contexte dans lequel on est encore plus. Comment Alors, tu fais pour être moi, toujours... je lis beaucoup, je regarde beaucoup de choses, je participe beaucoup à des conférences, des échanges avec des pairs. Je suis très intéressé par l'échange entre pairs parce que je pense que on apprend énormément. Je participe à des clubs professionnels, j'interviens dans des congrès. J'essaye de m'exposer le plus possible à ce qui se passe dans l'environnement et pas simplement dans l'environnement de mon entreprise. On apprend énormément des pratiques des autres. Et il faut lire beaucoup, il faut se cultiver, c'est un travail permanent. Et ce que je disais tout à l'heure, il faut apprendre tous les jours. Donc moi, j'essaie d'apprendre quelque chose tous les jours. Et puis en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a finalement beaucoup de choses qui sont faites dans un environnement différent du nôtre qu'on peut transposer à notre organisation. Donc j'aime beaucoup la transposition de quelque chose qui a été imaginé ailleurs et qu'on cherche à importer. Ça, c'est quelque chose d'assez génial et qui fonctionne assez bien dans les organisations. Qui a bien... Alors, qui a bien fonctionné, qui est en route. J'ai un exemple. On a beaucoup réfléchi, nous, autour de la formation des femmes dans notre organisation. Et moi, il y a quelques années, j'avais suivi les travaux d'une chaire académique qui était passionnante sur justement la situation des femmes dans l'entreprise et qui était animée par Schema. Et donc, cette année, on a lancé un programme de formation de nos talents féminins. Et en fait, on s'est rapproché de Schema en disant est-ce que les travaux de la chaire, ça permet de monter un programme de développement de nos talents féminins? Est-ce que ça sert objectivement à travailler les dimensions faibles? Et effectivement, on s'est installé autour d'une table avec les confrères de Schema et on a monté un programme. Et j'ai assisté la semaine dernière à la conclusion de ce premier programme, avec notamment des analyses qui étaient faites sur des business models de l'économie circulaire par des jeunes femmes qui venaient de tous les métiers de l'entreprise, de 15 pays différents, qui n'avaient jamais travaillé ensemble et qui ont fait des synthèses en un quart d'heure que tous les leaders qui étaient là du business ont dit « mais moi je prends tout de suite vos recommandations, ça m'intéresse ». Donc elles se sont positionnées en tant que leaders, alors qu'a priori, c'est des gens qui ne sont pas aujourd'hui en situation de leadership dans les organisations dans lesquelles elles sont. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir que le travail qu'on peut faire de manière académique, théorique, peut se transformer en des programmes qui conduisent derrière à changer des vies des collaborateurs. Et là, on l'a vu, c'est la première session, génial, tout le monde était super enthousiaste, NPS à 95, 96, je sais plus, enfin... Alors que on n'a rien fait de révolutionnaire. On a fait un bon travail de qualité en s'appuyant sur des bases effectivement scientifiques solides, sur des analyses qui ont été menées, sur des études qui ont été conduites de façon sérieuse et sur effectivement un gros travail historique sur ce sujet avec un partenaire qui avait fait un énorme investissement il y a 10 ans sur le sujet. Donc oui, pour moi, c'est aussi une façon d'apprendre. Je me nourris de ça. Et alors, dans les confrères qui font des choses extrêmement intéressantes aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup discuter avec Jean-Roch Houlier, qui est à la Safran Université, parce que Jean-Roch, il avait fourmi d'idées en permanence. Donc, Jean-Roch, c'est une mine de savoir dans le domaine du learning, et notamment parce qu'il a inventé plein de choses. Et on partage tous les deux un concept qu'on aime bien, c'est celui de la recyclabilité de la formation. Comment on redonne une vie à des formations qu'on a construites pour pas qu'elles disparaissent, pour que justement on ait cette logique d'économie circulaire de la formation qui soit applicable. Et j'aime aussi beaucoup ce qu'a écrit Addison Borges, qui est notre collègue de Carrefour. Addison a écrit un bouquin sur le test and learn qui est assez remarquable et qui s'applique hyper bien justement dans le domaine de la formation. Justement pour dire, si on veut que les gens se développent et montent en compétences, il faut accepter de tester et donc d'utiliser l'essai comme une source d'erreur et d'apprentissage. Et donc, c'est toujours intéressant de parler avec Addison de ce sujet parce qu'il a vraiment regardé, observé et fait plein de choses qu'il a mis en œuvre dans son environnement direct, d'ailleurs. Donc, super. De bons interlocuteurs à inviter qui sont en plus intarissables. Très bien. Merci beaucoup. Addison est déjà contacté. Je crois qu'il est déjà dans le pipe. Mais je vais me rapprocher de Jean-Roch. Merci beaucoup, Patrick. C'était passionnant. Rien. On a fait, j'ai l'impression, du concentré de bonnes pratiques. Donc, merci à toi. J'ai pas fait grand-chose, mais merci à toi. C'est vraiment passionnant. Et ouais, je te remercie vraiment encore une fois. Je trouve ça très très riche, notamment relativement en tout cas à la variété de métiers que vous avez à couvrir, réussir à trouver une direction commune et des bonnes pratiques sur la variété effectivement
Alors, j'imagine que c'est chouette aussi parce que tu as un terrain de jeu qui est assez large, Ouais. mais qui a quand même un enjeu d'arbitrage et de trouver effectivement les bonnes façons de recycler et d'optimiser les choses. En tout cas, merci beaucoup de ton temps. C'était Merci, passionnant. Baptiste. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.